Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, je voulais faire un zoom sur l'aspect juridique qui est indispensable quand on est marketeur et quand on est communicant. Alors évidemment, ça concerne aussi toutes les autres fonctions de l'entreprise, mais sur la partie marketing et communication, il y a certains éléments qu'il ne faut pas négliger. Travailler en commun avec la juriste d'entreprise, tel que c'était mon cas pendant pas mal d'années, eh bien, ça me semblait une évidence. Si jamais on est une entreprise d'une taille plus réduite, eh bien, l'idée, c'est de faire appel à un cabinet extérieur et du coup, pour cela, pour notre épisode, j'ai voulu faire appel à une avocate au barreau de Laval, et j'ai fait appel à Claudia Echen. Bonjour Claudia. Bonjour Diane, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec nos auditeurs. Donc je vais me présenter peut-être brièvement. Alors Laval tout le monde ne connaît pas et pourtant c'est une ville à connaître. Donc Laval c'est en Mayenne, la Mayenne qui est sur le chemin de Rennes, du Mans, de Caen, d'Angers. Voilà, donc les gens connaissent plus les villes aux alentours, mais Laval en est là et la Mayenne c'est vraiment un département topissime. Donc je suis du barreau de Laval. Et avant, on s'est connus sur la région parisienne, hein, dans notre réseau de dirigeants d'Inabaye à Boulogne. Complètement. Donc initialement, tu étais sur Paris et puis tu as préféré un air peut-être plus pur. Voilà, exactement. Donc j'ai fait 8 ans au barreau de Paris et je suis depuis 2 ans au barreau de Laval. Et puis, alors j'ai un parcours très classique, hein, comme je pense beaucoup d'avocats, des études de droit, l'examen d'entrée à l'école des avocats, la prestation de serment et hop, on commence l'exercice professionnel. Alors, quels sont les types de clients que tu accompagnes d'habitude? Alors moi, je vais plutôt être sur des PME, tout type de secteur. J'ai fait beaucoup, enfin je ne fais que ça, que du droit des affaires, principalement des contrats et du RGPD. On en parlera. Voilà, on va en reparler. Ne partez pas, c'est très intéressant le RGPD. Oui, c'est un peu l'idée, cet épisode. Peut-être pour certains vont se dire: «Oh là là, le côté, droit un peu trop sérieux», mais on en a besoin. Alors justement, en quoi les aspects juridiques sont indispensables quand on fait du marketing et de la communication? Eh bien, en droit, Diane, on commence toujours par poser les définitions quand on est face à une problématique, face à une question. Le marketing, la communication, quel est l'objectif? Eh bien, c'est le développement, l'activité commerciale des entreprises. Comment? En multipliant les ventes, en multipliant les parts de marché. Le risque, évidemment, on comprend bien, c'est d'aboutir à un marketing sauvage, c'est-à-dire de solliciter sans limite les clients, sans éthique, et notamment les consommateurs. Dès lors, on voit bien qu'il y a un lien qui va se faire naturellement entre le marketing, la communication d'un côté et le droit. Pourquoi? Parce qu'il va falloir réguler les pratiques des entreprises et il va falloir les inciter, voire les contraindre pour certaines, au respect de bonnes pratiques. Donc le lien, il est assez évident et il est extrêmement fort parce qu'en réalité, il y a beaucoup de pans du droit qui sont concernés par le marketing et la communication. Donc évidemment, je dirais la première chose peut-être à laquelle on pense, bien c'est la publicité. Oui, la publicité, elle est soumise à une certaine réglementation, une réglementation qui va s'appliquer de manière très générale, mais aussi une réglementation spécifique qui peut être propre, par exemple, à certains produits. Je pense par exemple à l'alimentaire ou à certains services. Et puis une publicité qui va aussi être particulière selon la manière, selon les modes de publicité auxquels on a recours. Et là, je pense par exemple à la publicité comparative. Vous savez que cette publicité comparative, elle est licite, mais à certaines conditions.
Il faut évidemment qu'elle soit pas trompeuse, qu'elle n'induise pas en erreur. Il faut qu'elle porte sur des biens ou des services similaires, hein. Il s'agit pas de comparer des poires à un aspirateur, ça n'aurait pas de sens évidemment. Donc des biens et des services qui vont répondre aux mêmes besoins, aux mêmes objectifs. Et puis il faut comparer objectivement, donc c'est-à-dire des éléments du bien ou du produit en service qui soient similaires, qui soient pertinents, qui soient vérifiables, etc., etc. Donc la publicité comparative, voilà, elle est permise, mais elle est encadrée. Et derrière, évidemment, derrière toutes ces réglementations, eh bien, il y a des sanctions. Il y a des sanctions administratives parfois, et il y a aussi des sanctions pénales. Donc il faut être vigilant là-dessus. Donc ça, la publicité, c'est vraiment le premier élément auquel on peut penser quand on pense droit et marketing. Tu me diras, Diane, ce que toi t'en penses avec ton parcours de marketeur. Je sais pas si le terme est péjoratif, marketeur, mais Non, il y a pas de côté, péjoratif, alors quand tu parles, comme ça d'aspect, publicité, on pense forcément à la communication responsable et de se dire, comment on fait une communication responsable? Comment on évite le greenwashing? Là, tu as déjà, donné quelques, pistes, sur des éléments de comparaison, sur des preuves à fournir, sur le fait de ne pas être, discriminant aussi pour un autre acteur et de pouvoir travailler avec le consommateur. Il n'y a pas que la publicité aussi, il y a l'aspect, les droits à la propriété, mais on en reparlera, aussi peut-être, après. oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'autres pans de droit, la publicité. Évidemment, aujourd'hui, c'est le 15 mars, donc les consommateurs sont à l'honneur. Il y a évidemment le droit de la consommation et le droit des consommateurs qu'il faut prendre en compte quand on fait du marketing et de la communication. On peut penser, par exemple, au démarchage téléphonique, puisque vous savez que le démarchage téléphonique, là aussi, est encadré. Le consommateur a le droit d'être inscrit sur une liste d'opposition, hein, qui est gérée aujourd'hui par Blocktel. Alors, je ne vais pas vous faire la réglementation en détail, hein, mais l'idée, c'est vraiment quand on se lance activement dans une démarche de démarchage téléphonique, eh bien, de s'informer sur le point de savoir si les gens qu'on démarche sont ou pas inscrits sur cette liste d'opposition. Donc, il y a toute une réglementation, hein. Ça, c'est de plus en plus pénible d'ailleurs, hein. Oui, alors c'est pénible en tant que consommateur. Exactement, c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie et ni sur sa ligne fixe ou ni sur son téléphone portable de se dire: «Mais comment est-ce que les gens ont réussi à avoir votre numéro?» Eh bien, c'est parce qu'on l'a inscrit quelque part, quand on s'est, connecté, inscrit à une plateforme et qu'on a oublié de cocher ou alors de décocher, hein, parce que des fois, il faut être, un peu vicieux sur la formulation des petites phrases qui sont écrites en tout petit. Il faut savoir s'il faut cocher ou décocher pour être dans cette fameuse liste de partenaires qui aboutit à plein d'autres choses. Donc, faut avoir cette, vigilance-là en tant que consommateur. Et voilà, et il y a l'esprit que vous pouvez vous y opposer. Faut avoir l'esprit aussi qu'il y a des plages horaires, il y a des fréquences, c'est réglementé. On peut pas vous appeler à n'importe quelle heure, on peut pas vous appeler 50 fois dans la semaine. Donc tout ça est encadré. Donc ça aussi, évidemment, c'est important puisqu'on le voit nous-mêmes en tant que consommateurs. Le démarchage téléphonique reste quand même quelque chose d'assez régulier, d'assez fréquent. Et puis tu le disais, tu l'évoquais, il y a aussi tout l'aspect propriété intellectuelle. C'est-à-dire quand je fais de la communication, eh bien, je fais attention à ne pas porter préjudice aux droits des tiers. Si quelqu'un a créé une œuvre et que je m'en sers dans ma campagne de publicité, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai une cession de ces droits de propriété intellectuelle, des droits d'auteur, par exemple? On va faire aussi attention par exemple, aux banques d'images, c'est un sujet qui revient assez souvent. Les banques d'images, alors c'est vrai que c'est très utilisé, hein, pour illustrer sa publicité, mais c'est pas parce que une photographie est consentie sous une licence via une banque d'images que pour autant vous pouvez l'utiliser sans précaution. Il faut faire attention s'il y a une personne qui figure dessus, est-ce qu'elle a consenti à ce qu'on utilise son image, notamment à des fins commerciales. Si vous avez sur cette photographie une marque qui apparaît, le nom d'une marque, là aussi, il faut prendre garde à ces sujets-là. Donc il y a tout un tas, vraiment on le voit, de pans du droit qui interviennent dans le marketing et dans la communication, qui fait que les deux domaines, marketing, communication d'un côté et droit, sont effectivement très liés et très riches. Euh, c'est vraiment pour un jury, c'est très intéressant d'être en lien avec un service de marketing et de communication parce qu'on fait des choses qui sont très diverses.
Alors tu parlais, de la partie, droit d'autorisation à l'image. Je fais juste un aparté parce que c'est pas un consommateur, mais le collaborateur, il doit, bien entendu signer une annexe, par exemple, à son contrat de travail ou, un document spécifique de d'autorisation à droit d'image quand il y a des événements qui sont organisés, en interne et de pouvoir, réutiliser ces photos sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi prendre soin du collaborateur. Alors si je fais un zoom maintenant sur le RGPD parce qu'on en a parlé. Alors depuis mai 2018, moi j'ai connu, ce démarrage de RGPD au tout lancement en 2016. On avait 2 ans pour s'y préparer et ça a été, assez, long à mettre en place. Donc le RGPD, le Règlement général de la protection des données, je le répète, je le rappelle. Quelles sont les incidences pour les consommateurs? Ou si on fait un zoom peut-être sur le marketing digital, quelles sont les incidences pour un internaute? Alors le RGPD, pour, éventuellement les quelques-uns qui n'en auraient pas entendu parler, mais je doute, qu'est-ce que ça veut dire RGPD? Eh bien, ça signifie Règlement général sur la protection, des données. Et en fait, c'est un texte européen qui va réglementer les traitements que l'on fait sur ce qu'on appelle les données, pas la data en général, mais les données à caractère personnel. Et une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? C'est toute information, donc c'est extrêmement large parce que c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. D'accord? Donc, le RGPD, il est très important parce que le nombre de données à caractère personnel est très important lui-même, mais le RGPD ne concerne pas tout type de données. Donc, comme tu l'as dit, Diane, c'est un texte qui est entré en application le 25 mai 2018. 2018, pour autant, il faut avoir à l'esprit qu'on n'est pas parti de rien. Auparavant, avant le RGPD, il y avait déjà une réglementation applicable, tant au niveau européen qu'en France. Et nous, il faut savoir pour la petite histoire qu'on est un pays assez pionnier en la matière, puisque la France était dotée d'une loi dès 1978. Donc, je vous en avais peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle la loi Lille, euh, donc la loi informatique et liberté. Alors sur cette loi, l'historique de cette loi, il faut savoir juste rapidement que elle est née d'un scandale, ce qu'on a appelé le projet Safari. Safari, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Et en fait, les pouvoirs publics avaient eu l'idée de permettre l'interconnexion de l'ensemble des fichiers publics automatisés via le numéro de sécurité sociale, donc le fameux numéro NIR. Et c'est un scandale qui a été révélé par un article célèbre du Monde, par un journaliste l'article s'appelait Safari ou la chasse aux Français. Donc c'était bien trouvé. Et suite à ce scandale, puisqu'en termes de liberté publique, hein, c'était quand même euh, assez dangereux. On a eu une commission hein, informatique et liberté qui a été instituée et puis tout ça a donné lieu à un gros travail et enfin a abouti à la loi du 6 janvier 1978. Donc voilà, un scandale qui a donné l'origine à toute cette réglementation en France, mais donc dès 1978, on avait déjà en France un texte qui nous régissait. Mais il y avait pas internet à cette époque-là? Pas en tout cas pas de la façon dont on le connaît aujourd'hui. Non, alors, mais il y avait quand même de l'informatique. Exactement, c'est ça, c'était pas la même façon. Voilà. Donc pour répondre plus à ta question, donc on avait des règles, mais le RGPD effectivement il a changé quelque chose. Il a changé, je dirais, on dit souvent que c'est un changement de paradigme. C'est un changement complet de logique. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un système de déclaration préalable des fichiers, voire d'autorisation, à un système de responsabilisation des acteurs. Aujourd'hui, sauf exception, il n'y a plus de formalité préalable à je dirais, à exercer, à faire auprès de la CNIL quand on fait un traitement de données à caractère personnel. Alors, il y a un certain nombre d'exceptions. Hein. Donc voilà, là, je schématise. Voilà, je grossis un peu le trait. Mais quand même, le principe, c'est la responsabilisation des acteurs. Je fais un traitement de données à caractère personnel. Je dois d'office me mettre en conformité avec le RGPD. Ça implique pour les entreprises, et quelle que soit finalement leur taille, d'être proactive
dans le respect de la réglementation, donc de se saisir du RGPD sans attendre un contrôle de la CNIL ou une plainte d'un client qui serait pas content parce que ses données auraient été malmenées ou divulguées. Voilà. Donc ici, on va pas exposer vraiment les principes du RGPD. Ce que je peux vous dire, si vous avez besoin d'outils pour vous saisir de cette question, c'est que la CNIL a fait preuve de beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie, notamment via de l'infographie. Et quand vous allez consulter son site internet, vous avez énormément d'informations qui sont à disposition, dont vous pouvez vous saisir. Il y a vraiment eu une volonté de la CNIL d'accompagner les professionnels dans leur mise en conformité. Donc vraiment, saisissez-vous de ces outils qui sont mis à disposition, et particulièrement dans le domaine du marketing, puisque la CNIL a édité il y a quelque temps un référentiel, donc une sorte des guidelines, un guide de bonne pratique dédié à la gestion des fichiers clients et des fichiers prospects. Alors il y a une formation aussi qui existe, hein, que la CNIL met à disposition pour mieux comprendre le RGPD, que j'ai fait il y a quelques années et qui dure 7 heures et ouais, et quand, je ne fais pas le droit toute la journée, ce qui est pas mon job à la base, j'ai trouvé ça quand même un peu fastidieux, mais ça permet de donner les bonnes bases, sur ce qu'est le RGPD. Alors souvent on parle aussi de collecte de données et notamment sur les sites internet, quand on a des formulaires de contact, on se dit: «Oui, mais je récupère, pas grand-chose, juste un nom, prénom, un email, il y a rien de données à caractère, sensible». Pour autant, il faut être attentif à avoir, sa politique de confidentialité, bien indiquée sur son site internet. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, alors il est fondamental de l'avoir. Et vous l'avez souvent sur les sites en bas de page. Voilà, politique de confidentialité, vous cliquez dessus et vous accédez effectivement à la politique. Alors, je remarque deux choses, enfin plusieurs choses sur ce point. Souvent, en fait, vous avez sur la politique de confidentialité, elle est très courte. On va beaucoup se focaliser sur les cookies. Alors c'est vrai, hein, les cookies, ça peut faire partie des traitements de données à caractère personnel, pas uniquement, mais ça peut en faire partie. Euh, mais voilà, je pense qu'une belle politique de confidentialité va bien au-delà. Donc c'est la première chose que je remarque. Soit il y a que des cookies et puis il y a un petit peu de clause sur la propriété intellectuelle, le lien hypertexte, les mentions légales, etc. Soit vous avez des politiques de confidentialité qui sont un petit peu plus étoffées, mais qui vont concerner uniquement je dirais la consultation du site. Il n'y aura pas la politique de confidentialité globale de l'entreprise sur le site internet. Alors c'est pas forcément pertinent, mais on peut enrichir quand même sa politique de confidentialité pour aller au-delà des seules données qui peuvent euh, transiter via la consultation du site internet. Mais en tout état de cause, il faut faire attention à adapter sa politique de confidentialité. Je vous donne un exemple sur les durées de conservation des données. Oui, il y a des types de données qu'on va conserver quasiment toutes les entreprises pour le même temps, ne serait-ce que parce qu'il y a des obligations de prescription ou de conservation en termes de comptabilité, hein. Vous avez une prescription fiscale et des obligations de conservation des données. En tout état de cause, il faut faire attention à ne pas à avoir une politique de confidentialité qui soit adaptée à son entreprise. Il ne s'agit pas d'aller copier la politique de confidentialité des autres, il faut vraiment l'adapter. Donc en ce sens, quand on voit des politiques de confidentialité clés en main, il faut faire attention. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est les durées de conservation. Les données à caractère personnel ne se conservent pas forcément de la même durée d'une entreprise à une autre, ça va dépendre du type de données, ça va dépendre de la nature de l'activité de l'entreprise, qu'elle en fait, etc. Donc là, il y a quand même une cartographie initiale qui est propre à chaque entreprise et qui est à faire en amont de sa politique de confidentialité. Et, et ce qui implique, qui induit nécessairement d'avoir une politique qui soit propre à chaque entreprise. Donc quand j'entends souvent, des personnes autour de moi qui me disent: «Oui, alors j'ai mon site, la politique de confidentialité, je l'ai recopiée d'un autre site». Bon, c'est pas terrible quoi, c'est pas idéal, c'est ça?
Non, c'est pas idéal et puis il faut faire attention. On a des décisions, par exemple en matière de contrat, des conditions générales. Si vous avez copié les conditions générales de quelqu'un, ça peut être du parasitisme économique, puisqu'on va estimer, en gros, vous avez fait le jouer au coucou. C'est-à-dire que vous avez profité de l'investissement économique qu'avait mis votre concurrent ou une autre entreprise dans une dépense juridique, dans une dépense de conseil juridique, que vous en avez profité sans rien débourser. Donc on a de la jurisprudence sur les conditions générales. On pourrait, le cas échéant, éventuellement, le transposer à la politique de confidentialité, si tant est qu'elle est un petit peu soutenue quand même. OK. Bon alors gros zoom là sur le RGPD. Et maintenant, quels peuvent être les points de vigilance quand on réalise un devis ou une vente, que ce soit en B2B, business to business ou B2C vers un consommateur, un client consommateur, business to consumer, notamment dans ce but de réaliser un marketing qui va être un peu plus responsable? Alors, des points de vigilance, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut saisir avant tout, à mon sens, c'est l'intérêt d'établir un devis qui tienne la route. Pourquoi? Parce que très souvent dans les entreprises, comment ça se passe? Vous faites un devis, soit vous avez que le devis, au mieux vous avez les conditions générales au dos, vous les envoyez au client, il accepte, hop, c'est bouclé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on procède comme ça, le devis, en droit, ça s'analyse comme une offre et la signature du client, bah, comme une acceptation. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez envoyé votre devis, que le client a signé, le contrat est formé. D'accord. Donc, il est très important, s'il n'y a pas d'autres éléments contractuels, d'autres documents signés, que votre devis il soit vraiment très bien pensé, très bien conçu dès qu'il est envoyé au client. Alors pour ça, il y a plusieurs points de vigilance à avoir. Euh, il y a des points qui sont communs au B2B et au B2C parce que certes, c'est réglementé particulièrement par exemple en B2C, mais malgré tout, ça relève quand même du bon sens. Donc les points communs, ça va être quoi? Bah, ça va être la clarté, la compréhensibilité, la lisibilité, l'intelligibilité du devis. En gros, l'idée, c'est que le client, il doit savoir, il doit comprendre ce qu'il achète. Ça implique quoi? Bah, ça implique déjà de faire attention à la terminologie employée. Hein, il faut que ce soit adapté, particulièrement pour les consommateurs. Une terminologie technique, elle doit être expliquée pour que le consommateur y comprenne le jargon. Ça implique aussi, et ça on le voit de plus en plus souvent, de ne pas noyer le client dans des pages et des pages de contrat. Ce qui veut dire également que quand vous avez beaucoup de pages à vos conditions, à votre contrat, parce que vous n'avez pas pu faire autrement, il y a quand même une sorte, alors d'infographie, ce serait peut-être exagéré, mais il va falloir mettre en exergue des clauses qui sont essentielles. Hein, vous voyez, vous pouvez pas tout rédiger en caractère 8 sur 25 pages, sinon c'est pas lisible. Oui, une forme de résumé, c'est ça? Un résumé, c'est pas forcément à ça que je pensais, mais c'est une piste à envisager. C'est pas du tout idiot de faire un petit encadré résumé, mais je pensais à des clauses qui sont plus importantes que d'autres, voilà, qui nécessitent d'attirer plus l'œil que les autres. D'ailleurs, vous avez certaines clauses où la réglementation vous impose de les rendre plus visuelles, qu'elles soient très apparentes dans le contrat. Et de manière générale, sur ces deux points, il faut avoir conscience qu'on rédige pas de la même façon un contrat pour un consommateur que pour un professionnel. Donc là aussi, c'est important de s'adapter à son interlocuteur. Et puis un autre point, c'est évidemment la précision. Votre devis, il doit être précis sur la prestation, sur le bien, sur le prix, sur les garanties, etc. Je vous donne un exemple concret. Vous faites une prestation au forfait. Eh bien, il est très important de détailler au mieux ce que comporte le forfait. Il y a deux enjeux essentiels. Le premier enjeu, c'est évidemment le prix. Puisque votre client, il va pouvoir estimer que si le forfait n'est pas précis, eh ben, il y met un peu de tout et n'importe quoi. Et derrière vous, pour pouvoir refacturer une prestation supplémentaire, ça va être compliqué parce qu'en face, il va estimer votre client que c'était inclus dans le forfait. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est évidemment en termes de responsabilité. Vous n'êtes responsable que de la mission dont vous aviez la charge. Je vous donne un exemple en matière de construction.
Si vous avez fait un forfait pour des aménagements intérieurs, bah, votre mission n'est pas étendue en cas de pour les aménagements extérieurs, donc pas de responsabilité. Alors, si vous avez mis juste aménagement sans précision, etc., et qu'au terme du devis, on ne comprend pas bien quel est le sens de votre mission, eh bien là, vous créez un sujet. En tout cas, on crée un sujet pour la partie adverse en cas de litige. Tout à C'est fait. que du coup, il y avait un flou, et du coup, la partie adverse, en profite en disant à partir du moment où il y avait un flou, et bien, du coup, vous êtes en tort. C'est de toute façon un peu ça. Le droit est utile, pour, la gestion éventuelle de litige. C'est de pouvoir se dire, en cas de problème. Tout à fait. Un contrat, c'est de l'anticipation, hein. Donc on anticipe les difficultés. Évidemment que vous ne pouvez, il n'y a pas de risque zéro, ni en droit, ni dans d'autres matières. Donc quand vous êtes face à un client qui veut contester, quels que soient les termes du contrat, il contestera. Mais un contrat bien ficelé et donc un devis bien ficelé va vous permettre de restreindre les sujets de contestation, les points litigieux. Surtout que, je le rappelle, en matière de droit de la consommation, en cas de doute, les clauses du contrat s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur. De même, de manière générale, quand vous êtes dans un contrat, par exemple, ce qu'on appelle d'adhésion, c'est-à-dire c'est un contrat qui comporte des clauses qui sont pas négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. Donc le cas type, ça va être des conditions générales préconçues qui ne sont pas négociables. Et bien dans ce cas-là, celui qui est l'auteur des conditions générales, eh bien, c'est contre lui que le contrat va s'interpréter. Donc, on a toujours l'idée que c'est contre la partie un peu la plus forte que le contrat s'interprète. Donc, attention à ce que le contrat soit bien clair. Et en B2B, est-ce qu'il y a cette, même notion entre une entreprise, type, TPE-PME versus, une, ETI grand groupe? Il y a aussi ce côté, règle du plus fort ou du plus faible? Alors, ça va marcher, comme je viens de dire, sur les contrats d'adhésion, puisque le contrat d'adhésion, c'est une notion donc qui est dans le code civil et pas propre au droit de la consommation, qui va s'appliquer à tout type de contrat, hein, qu'on soit en B2B ou en B2C. Donc, celui qui va proposer ce type de contrat, eh bien oui, c'est contre lui que le contrat sera interprété. Et quand on a un contrat négocié, c'est-à-dire un contrat, alors je caricature, je schématise, mais un contrat, par exemple, qui est conçu sur mesure, voilà, et bien là, le contrat va s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur. Donc c'est pas une question de taille d'entreprise, c'est vraiment soit celui qui est à l'initiative du contrat, soit celui qui est créancier au terme du contrat. Et alors, si on revient, à l'aspect, plutôt consommateur, quand, l'entreprise va organiser des soldes, des promotions, des jeux concours, il y en a beaucoup aussi sur internet. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être dans un marketing qui soit, responsable ou qui soit un peu plus éthique? Quelles sont les règles à ajouter là-dessus? Alors, la question, elle est extrêmement large. Je sais, j'aborde tous les sujets en même temps. Donc non, solde, promotion, alors ça c'est pas pareil. Les jeux concours, c'est encore autre chose. Donc je pourrais pas répondre d'un bloc. Ce que j'observe, mais là tu me corrigeras si je me trompe parce que tu dois mieux savoir que moi, c'est qu'il y a quand même une tendance de certaines entreprises à, je dirais, restreindre le recours aux soldes et aux promotions. Je pense par exemple au Green Friday. Et voilà, c'est un bon exemple, le Black Friday. On est, assez régulièrement, concernés. Toutes les entreprises ont envie d'être mobilisées sur le Black Friday et du coup, ceux qui sont un peu, davantage dans une optique de RSE ou de marketing responsable, vont plutôt parler d'un Green Friday, justement pour contrer le Black Friday. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, là? Bah, j'ai l'impression, alors ce sera pas très juridique, mais ça concerne quand même une partie, un secteur particulier des entreprises, hein. C'est quand même beaucoup, j'ai l'impression, des entreprises de l'ESS particulièrement, ou sensibilisées à ce genre de problématique. Euh, ESS, alors attends, je reprécise, économie sociale et solidaire. Voilà. Voilà. Et alors, à l'inverse, puisque ta question concernait les soldes, les promotions et les jeux concours, en furetant sur certains réseaux sociaux, j'ai cru quand même remarquer quand il y avait
Alors pas un regain parce que je sais pas si ça avait décliné, mais il y avait quand même un recours important aux jeux concours, il m'a semblé. Je sais pas ce que tu en penses sur les réseaux sociaux. Ça l'a toujours été et ça donne toujours envie. Après moi, ça fait écho à une notion de marketing responsable autour du prix et de se dire, si on a un prix juste, au final, on n'a pas forcément besoin de faire de promotion ou de solde parce qu'on ne met pas à défaut le consommateur, on le prend pas, en démarche que tout au long de l'année, l'entreprise se fait une marge énorme sur son dos et que ponctuellement sur ces phases de promotion et de soldes, on on accepte de baisser un petit peu notre marge. Après, il y a des cas, spécifiques quand on est, sur des invendus, ou des collections, non utilisées. Mais là aussi, je dirais en fonction des produits, il peut y avoir débat parce que une collection de vêtements non utilisés, elle sera toujours, correcte ou en tout cas mettable, pour des gens, même si, c'est pas la collection de cette année, quoi. Donc, tu confirmes que les jeux concours ont encore de beaux jours devant eux. Alors sur ce point, même si je rentre pas dans le détail de la réglementation, il faut faire attention parce que c'est encadré et c'est assez encadré et notamment en B2C, il y a certaines dérives qu'on observe et on peut tomber dans des pratiques qui soient ce qu'on appelle des pratiques commerciales agressives ou déloyales et qui sont sévèrement sanctionnées. Donc là, il faut quand même, quand on se lance dans un jeu concours, euh, prendre le temps de bien vérifier ou faire vérifier qu'on est dans les clous en termes de réglementation. Donc, avec des dépôts d'huissier aussi, hein, à chaque fois, hein, sur les règlements, au niveau des jeux concours. En tout cas, ça, c'est des souvenirs, anciens de vieux jobs, d'anciens jobs. Alors si j'aborde maintenant le côté, enjeu peut-être, un peu plus global au niveau de l'entreprise, enjeu RSE, est-ce qu'il y a des points de vigilance sur la partie, contractuelle, réalisée avec les prestataires? Alors tout à fait, puisque la RSE a plusieurs piliers. On pense souvent à l'environnement, on va penser aux droits de l'homme, etc. Mais il faut savoir que la loyauté des pratiques, notamment contractuelles, fait partie de la RSE. Et en ce sens, c'est un domaine dans lequel on voit souvent ce qu'on appelle des clauses RSE. Ou des clauses d'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on a derrière ces clauses-là? Elles sont extrêmement riches, elles sont extrêmement variées. L'idée qui est sous-jacente, c'est de soumettre les parties à une norme qui serait pas nécessairement obligatoire en tant que telle. Par exemple, on va se soumettre à une charte, à un référentiel, à tout un tas de normes sectorielles ou pas, voilà qui parce que on a cette clause dans le contrat, ces normes vont devenir obligatoires et vont devenir contraignantes. Voilà, donc elles vont faire peser sur les parties un risque juridique et réputationnel si jamais elles n'étaient pas respectées. Alors sont souvent alors ça peut être plutôt des normes soit internes à l'entreprise, soit des normes externes reconnues. Donc c'est des clauses comme ça qui vont prévoir le respect de ces normes. Donc, quand je l'ai dit, charte, référentiel, etc. Qui vont prévoir également un audit, une évaluation. Puisque c'est pas le tout de dire qu'on se soumet à telle norme, mais il faut derrière vérifier que c'est fait, comment c'est fait. Vous pouvez avoir des clauses d'objectifs. Vous pouvez avoir des modalités de contrôle, les sanctions qui sont prévues aussi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas respecté mon référentiel? Et puis souvent, vous avez aussi l'engagement d'avoir recours à des fournisseurs qui eux-mêmes vont respecter ces normes. Donc là, ces clauses-là, je vous l'ai dit, elles sont très diverses, mais il faut être vigilant. Il faut pas que ce soit du blabla. Hein. Il faut que la norme que vous choisissiez, le référentiel, les principes que vous souhaitez voir respectés par votre contractant, ils soient quand même précis. Si c'est trop général,
si c'est des principes comme ça universels, très beaux, mais très enfin, pas cosmétiques, mais sans que ce soit précis et rigoureux, eh bien, la difficulté, votre risque, ça va être de vous assurer qu'ils soient bien respectés et de la manière dont ils sont mis en œuvre. Par ailleurs, cette clause, ces principes que vous choisissez, ils doivent être adaptés aux enjeux, au contexte, aux fournisseurs. Vous ne pouvez pas, à mon sens, avoir une clause RSE identique quand vous êtes face à une ETI ou face à une PME. Voilà, il y a une adaptation, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut vraiment s'adapter à ce contractant. D'où la difficulté quand on fait des copier-coller et quand on reprend des clauses ou des modèles de clauses qui circulent un peu sur Internet ou que vous avez obtenus dans vos précédents emplois ou c'est un collègue, enfin bon bref, peu importe comment vous les avez obtenus, mais dont on ne sait pas comment elles ont été pensées et dans quel contexte elles ont été créées. Et puis il faut bien s'assurer de l'adhésion et de la compréhension du fournisseur, de sa compréhension de cette clause. Hein. Le premier sujet, quand on a un problème d'exécution du contrat, enfin un des premiers sujets, c'est la compréhension du contrat. Et sur ce point, sur la clause de RSE, il y a une étude internationale qui a été réalisée en 2018, notamment par Ecovadis, et qui est disponible sur Internet et qui est très intéressante et qui reprend enfin ce qu'on rencontre le plus souvent dans les clauses à l'international, les points de vigilance justement, les faiblesses et les forces. Et puis il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'analyses. Donc c'est une étude qui est très intéressante à consulter. Bien, merci pour le tips. Est-ce que tu imagines, d'autres points à vérifier quand on est, manager d'une équipe marketing, communication pour être toujours dans cet esprit, d'un marketing, plus responsable, qu'on n'aurait pas encore abordé? Je pense que sur la phase de réalisation, par exemple, eh bien, si on pense, je réfléchissais dans le cadre d'un lancement de produit ou d'une nouvelle offre que vous allez diffuser, enfin que l'entreprise diffuserait. Attention à la sous-traitance. La sous-traitance, c'est une notion qui est assez dévoyée. Il y a la sous-traitance au sens économique, c'est-à-dire on fait appel à un tiers pour faire quelque chose, et puis il y a la sous-traitance, pardon, au sens du droit. Donc là, il faut faire attention à être dans les clous pour la sous-traitance parce que là aussi, c'est extrêmement encadré. À avoir un contrat qui soit bien ficelé, de manière générale à pas être dans une dépendance ni juridique ni économique par rapport à ses fournisseurs. Voilà, alors ça c'est du bon sens, hein, ça va au-delà du droit. Euh, et puis bien s'assurer de comment se déroule sa chaîne d'approvisionnement. Et je disais tout à l'heure sur la clause RSE, la clause RSE, elle va s'appliquer à votre fournisseur, mais elle doit aussi être répercutée sur les fournisseurs des fournisseurs. Donc là aussi, c'est vraiment un point de vigilance. Et puis sur la phase de commercialisation d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre, on a parlé de la publicité tout à l'heure. Bah là aussi, hein, les modes de publicité sur le marketing durable, ça va influer. Je pense par exemple au prospectus dans les boîtes aux lettres. Hein, donc vous savez, stop aux pubs, enfin c'est stop pub, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc ça aussi, hein, la manière de faire de la publicité, les modes de distribution de ces produits et de ces offres, bah, peuvent se rattacher quelque part au marketing durable. OK. Donc pour vérifier un peu, tous ces éléments-là et en tout cas, quand on n'a pas en interne un service juridique qui peut nous aiguiller, hein. Moi, c'était souvent le cas, hein. Je prenais mon téléphone et j'appelais un numéro, je tombais sur ma juriste et du coup, je disais: «Mais alors attends, ça on a prévu, est-ce qu'on peut le faire? Dans quel cadre? Est-ce qu'on a le droit? C'est quoi les points de vigilance?» Mais quand on n'a pas, comme ça son service en interne, comment on peut faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des infos sur internet et c'est vrai que c'est prolixe. On trouve plein de choses. C'est quoi la meilleure, démarche ou la meilleure méthode? Alors, il faut faire le tri. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet, mais il y a beaucoup de mauvaises informations.
Il y a des sites, pour autant, tout ce qui est site officiel est assez bien fait, je trouve. Vous avez le site du service public, le site du ministère de l'économie, de la CNIL, la BPI, même l'Institut national de la consommation. Donc voilà, donc c'est des sites qui sont bien faits. Pour autant, attention, alors c'est pas péjoratif de la manière dont je le dis, mais ça reste quand même de la vulgarisation. Donc avec parfois un manque de subtilité du droit, et vous savez que le droit ne manque pas de subtilité, hein, c'est rarement oui ou non. Il y a un principe, il y a des exceptions, il y a des exceptions aux exceptions qui vous font retomber plus ou moins dans le principe. Voilà, donc le droit c'est complexe. Donc la vulgarisation c'est bien pour avoir une première idée, une première approche, mais à mon sens ça va pas suffire parce qu'on n'aura pas toutes ces petites finesses de droit. Et puis ça va pas suffire. Pourquoi? Parce que c'est évidemment pas personnalisé. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les contrats. Voilà, toute cette information-là, elle n'est pas personnalisée. Donc évidemment, elle a ses limites. Donc je pense que c'est le moment de faire la promotion de la profession d'avocat. Donc quand vous n'avez pas les ressources en interne, eh ben allez voir un avocat. Voilà, c'est une profession qui s'est vraiment modernisée. Voilà, et qui s'exerce, enfin qui s'est modernisé dans sa manière d'exercer et aussi dans ses actions de communication. Nous aussi, on fait du marketing et de la communication à notre échelle. Donc au moins, tentez votre chance auprès d'un avocat, euh, essayez et puis vous verrez. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours un peu peur quand on se dit: «Ouh là là, en avocat, si je passe un appel, ça y est, le compteur démarre et ça va me coûter une blinde». Donc il y a toujours aussi ce frein-là pour des plus petites entreprises de se dire: «Est-ce que j'essaye de me débrouiller par moi-même ou combien ça va me coûter?» Alors les avocats ont des prix attractifs, hein. Alors il y a, je ne sais pas, 50 ans, à une époque que je n'ai même pas connue, l'avocat envoyait sa facture et elle était réglée. C'est ce qu'on disait, ce qu'on m'a appris. En réalité, voilà, aujourd'hui, ça marche plus du tout comme ça. On a une obligation d'avoir une convention d'honoraires. Donc de toute façon, en amont des diligences, il y a forcément un accord entre l'avocat et le client sur les honoraires. Donc normalement, il n'y a pas de surprise au moment de la facturation. Voilà. Et puis de toute façon, les avocats, comme tout professionnel, font alors on n'appelle pas ça des devis vraiment chez nous, mais on fait des propositions d'honoraires. Donc n'hésitez pas au moins à pousser la porte d'un cabinet d'avocats pour demander le tarif. Ça n'engage à rien et ça ne coûte rien. OK, bien, comme ça au moins, c'est plus clair. Alors si on a abordé, plein de sujets, je pense que maintenant on y voit, un peu plus clair côté, droit des consommateurs ou en tout cas sur les points de vigilance à aborder quand on fait du market et de la com. Je vais passer à ma séquence, questions classiques pour mes invités, si tu veux bien. Alors, mon podcast se nomme Marqueur et aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises, parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire 2 choses, que j'aurais aimé développer. La première, c'est la loyauté contractuelle. Heu et on l'a dit, hein, la loyauté, c'est des pratiques, c'est un élément de la RSE. Et puis la deuxième chose, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est très important. L'équilibre dans les relations contractuelles puisque, je l'ai dit tout à l'heure, un des premiers sujets quand on a une difficulté d'exécution d'un contrat, c'est la compréhension des termes du contrat. Mais souvent, le contrat n'est pas exécuté parce qu'il est déséquilibré pour l'une des parties. Donc il faut vraiment avoir ces deux esprits, ces deux éléments à l'esprit. Hein. Il ne s'agit pas d'être un bisounours, hein, mais vraiment d'être un acteur responsable. On ne demande pas aux entreprises de se sacrifier, mais d'être responsables dans leurs pratiques. Donc voilà ce que ça t'inspire. OK. Est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais nous partager? J'en ai un, alors il est pas foufou, au sens où voilà, il est pas particulièrement original, mais c'est vrai, que quand j'ai fondé mon cabinet, je l'ai fondé, également sur l'idée de dématérialiser, au plus, heu,
mes dossiers. Donc mon éco-geste, c'est d'imprimer le moins possible. Alors attention au numérique responsable, hein, parce que quand tu dis, on on limite le papier. Oui, je sais. Voilà, on limite le papier, je l'entends. Pour autant, c'est d'être, attentif quand on envoie des documents, par mail et pas forcément de mettre, le document en pièces, jointes, puisqu'après on oublie de supprimer le mail. Donc c'est plutôt de passer par un schéma d'envoi, hem type, Smash Transfer ou Swiss Transfer ou et cetera, où on est, plutôt, sur, une ligne de texte dans le mail et puis après la personne télécharge chez elle et puis on pense aussi, sur les contrats aux multiples versions qu'il peut y avoir avant d'arriver sur la version définitive, V1, V2, V3 et cetera. Est-ce qu'il est nécessaire de conserver toutes ces versions ou est-ce qu'on peut, juste, supprimer tous les autres fichiers de travail et se dire: «On ne garde que la dernière». Alors, moi, dans ma profession, j'ai une obligation de conseil. Donc quand je fais des différentes versions de contrat, je mets des commentaires, en marge et je vais avoir du mal à supprimer les différentes versions parce que je dois rapporter la preuve que j'ai bien conseillé, mon client. Donc si je supprime ces versions, j'ai plus cette preuve-là. OK, donc toi, côté, avocat, tu as cette obligation et côté, client, est-ce qu'il doit les conserver ou pas? Oh bah, le client, il fait comme il veut. Il a aucune obligation. L'avocat est soumis à une déontologie. Le client n'est pas soumis à la déontologie de l'avocat. Donc le client fait ce qu'il veut. Voilà. Et après, ça peut être aussi intéressant pour lui de pouvoir se reporter à ces différentes versions, à ces différents commentaires, voir l'évolution. Ou alors, il estime que c'est pas important pour lui. Ce qui compte, c'est la dernière version. Souvent, c'est plutôt ça que les clients vont regarder. Le travail fini. OK, ça marche. Donc je note, cet éco-geste. Est-ce que tu penses à un futur invité, que je pourrais convier? Alors j'ai pas de nom en tête, mais je pense, qu'un expert comptable, ça pourrait être intéressant. Je sais que c'est une profession, qui s'est saisie, qui est en train de se saisir, de la question de la RSE, parce qu'aujourd'hui vous avez, parfois des obligations, heu de publication et de certification d'informations en matière de durabilité, en matière d'environnement, et cetera, pour les entreprises. Hem, donc je pense que ça pourrait être intéressant, qu'ils viennent expliquer, qu'ils viennent parler de tout ça. OK, donc plus sur l'axe RSE parce que là, l'expert comptable et lié au marketing, communication, j'ai un peu plus de mal, comme ça à voir le lien, direct. Hormis quand on a sa propre boîte, et là qu'on est, obligé de passer par l'expert comptable, mais c'est plus, lié aux aspects, financiers. Donc là, ce serait, vraiment qu'en zoom, RSE, en version, macro, en version large. Ouais, en zoom RSE, tu as raison. Mmh. OK, ça marche. Bon, est-ce que tu penses à d'autres choses, Claudia, qu'on n'aurait pas évoquées et que tu aimerais ajouter? Et ben, en conclusion, il y a un sujet Ah que je vas-y, c'est bien, c'est toi qui fais la ah conclusion, non, parfait. alors je voulais pas Vas-y, vas-y, vas-y. te piquer ton rôle. Ah mais les avocats sont très bavards, on nous le reproche souvent. Vas-y, je t'en prie. Non, en Finis ta conclusion, plaidoirie. ouais, non, non, ah oui, en plus, c'est une plaidoirie, mais c'est une plaidoirie pour le droit. Il faut, on a parlé de sanctions, on a parlé d'obligations, on a parlé de réglementation, mais je pense qu'il faut voir le droit autrement. Le droit, c'est vraiment, le respect du droit, c'est un avantage concurrentiel. Et je pense que le RGPD, en ce sens, en est un bon exemple. Aujourd'hui, soigner les traitements de données de ses clients, ne pas faire n'importe quoi avec, c'est vraiment un plus pour une entreprise pour se démarquer de ses concurrents. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que les clients apprécient. Et c'est comme ça aussi que l'entreprise va créer un lien avec et fidéliser ses clients. Donc vraiment saisissez-vous du droit parce que c'est un atout le droit et ça va vous permettre de construire votre image contractuelle parce qu'on peut avoir une image contractuelle, on peut avoir de beaux contrats, d'asseoir votre réputation et puis c'est vraiment un gage de professionnalisme. Respecter le droit, avoir de beaux contrats marque une forme de professionnalisme et en ce sens, eh bien, à mon avis, ça permet d'accroître aussi son chiffre d'affaires puisque le client sera en confiance, a raison, euh, et
et voilà, et ce sera, c'est très intéressant pour la pérennité de l'entreprise. Magnifique mot de la fin, le respect du droit, c'est un vrai avantage concurrentiel à ne pas négliger. Merci beaucoup Claudia pour ces éclairages lors de cet épisode. Merci Diane pour l'invitation. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!